d'Alex Greenberg, que je remercie d'avoir bien voulu faire cette conférence. Alex, comme vous avez pu le voir sur l'invitation, va nous parler de l'idéologie du régime iranien et des enjeux stratégiques au Moyen-Orient. Alors, Alex est un spécialiste de l'Iran. Comme il parle de nombreuses langues, il parle l'arabe, le parsi, le russe, l'anglais, l'espagnol, l'ivrite, le français, et je pense que j'en oublie encore. C'est un ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, ancien analyste au ministère de la Défense d'Israël. Il a fait ses études à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et si je ne me trompe pas, vous êtes doctorant en histoire iranienne à l'Université de Tel Aviv et journaliste au MECRA, c'est-à-dire le Middle East Center for Report and Analysis. Vous avez été analyste dans diverses sociétés et auteur de plusieurs publications. Et je vous conseille, on vous l'enverra si ça vous intéresse, il vient de publier récemment sur le site c'est les clés du Moyen-Orient, un article récent sur les relations entre l'Iran et Israël avant la révolution de 1969, bref exposé historique. Alex, vous ne pouvez pas être mieux placé pour nous parler justement du problème iranien. Alex, si vous voulez bien. Allô? Je vous demanderai d'avoir la gentillesse de fermer vos micros. M'avoir invité. Vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on vous entend, on t'entend, Alex. Donc voilà, je suis historien de l'Iran, mais à part ça, j'étais dans le département de recherche des renseignements militaires de Tsahal, Amman, et je travaille comme analyste géopolitique dans quelques institutions de recherche et organisations privées, et je m'occupe de l'Iran, du Proche-Orient et de beaucoup d'autres choses. Et maintenant, je fais share screen pour montrer ma présentation. Et juste comment est-ce qu'on fait share screen? Une seconde, j'ai du mal. Je ne vois pas comment. Où est-ce qu'il y a? Pour partager l'écran. Je ne trouve pas charger l'écran. Oui, je ne trouve pas il faut que vous m'octroyez une permission de charger l'écran parce que sinon je... Ah, voilà, pardon. Je trouvais, voilà. C'est bon? Non, une seconde. Si, Alex a commencé le partage d'écran. Voilà, maintenant c'est bon. Est-ce que vous voyez la présentation? Non, pour le moment, non. On dit que vous avez commencé à parler. Je vois Alex a recommencé le partage d'écran, mais le document n'est pas chargé. Moi, je vois le partage de l'écran. Est-ce que... Vous voyez? Non, toujours pas. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, on le voit. C'est bon. C'est bon, donc je commence. De plusieurs choses et je ne voudrais pas que quelqu'un sorte d'ici avec l'impression que voilà, l'ennemi éternelle et la guerre, etc., etc. Il faut mentionner aussi quelques évidences sur la civilisation iranienne, parce que l'Iran, ce n'est pas une bombe atomique, ce n'est pas un programme nucléaire. L'Iran, c'est un peuple, c'est une nation qu'un programme nucléaire. Mais aussi, il faut mentionner pour parler de la stratégie, pour comprendre les enjeux. Les renseignements en général, c'est un métier générique, c'est un métier qui comprend beaucoup d'occupations qui ont
peu de commun l'un avec l'autre, tout comme la médecine ou la génie, psychiatre et gastro et dentistes sont tous les trois des médecins, mais c'est quand même la médecine différente. Le son est pas bon. Comment? Vous êtes beaucoup coupé. Comment? Le son est pas terrible parce que vos phrases, il y a des moments où on vous entend. Peut-être faut-il enlever les écouteurs et parler directement avec le micro. Mais parce que chez moi, est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, j'ai l'impression. C'est mieux, une seconde? Oui, je pense. Oui, c'est beaucoup mieux. Vous m'entendez? Oui. Super bien. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Et alors, voilà, donc le renseignement comprend quelques domaines, dont le plus connu c'est SIGINT, le renseignement de sources électroniques, les ELINT, la radiation électrique, et les barbouzes, les espions, l'espionnage, c'est une de collecte d'informations. Il y a bien sûr l'analyse géopolitique qui est très similaire à l'histoire, n'a rien à voir avec ses autres occupations, dans le sens où chacun fait son métier. C'est pourquoi il ne faut pas penser quand on entend l'ancien de quelque autre organisation qu'il est forcément comprend ou sait sur l'Iran, sur le Proche-Orient, ou sur quelque chose d'autre, parce que son métier est différent. Son métier, c'est pénétrer à des objets, il ne s'occupe pas de questions géopolitiques ou théoriques. Alors, le but de renseignement, c'est connaître, anticiper, fournir de l'information pour le meilleure décision aux gouvernements, aux échelons du pouvoir et entraver les menaces. Adversaire, la question qui se pose automatiquement à partir de quel moment un pays ou un groupe de gens devient un adversaire. Le renseignement se réfère toujours à deux caractéristiques principales qui sont capacité et intention, c'est-à-dire la capacité de nuire et l'intention de nuire. Disons, si l'Algérie déclare djihad à Israël, on peut survivre, mais si on attaque une puissance régionale comme l'Iran, qui compte 80 millions d'habitants et se dote d'armes précises ou d'armes qui menacent Israël, alors et la menace prend une autre ampleur. Donc, le renseignement a beaucoup à voir avec l'histoire, comme je viens de mentionner. Une autre question qui se pose, c'est la question d'objectivité, de véracité. Personne n'est table rase, moi non plus évidemment, mais comme disait le grand historien italien Gaetano Salvemini, qui s'est enfui en Italie de fasciste, il a introduit le principe que l'impartialité totale est impossible, mais on peut quand même, il est impératif d'être honnête. L'impartialità è un sogno, la probità è un dovere. L'impartialité est un rêve, mais l'honnêteté est un devoir. Il y a beaucoup de commentaires entre l'histoire et le renseignement, entre des sources ont établi la véracité ou la crédibilité d'une telle ou autre source. Il faut être honnête avec les sources, avec la recherche. C'est la recherche, les critères de recherche, le critère de discipline qui rendent une note de renseignement, une recherche historique d'un article dans un journal. Et la civilisation iranienne reste sur trois piliers principaux qui sont l'islam chiite, la culture perse ancienne et le zoroastrisme. À droite ici, vous voyez, c'est le signe des zoroastrisme qui s'appelle Farahavar. Et à gauche sont les filles dans le métro de Téhéran. Il y a des wagons pour femmes, des wagons pour hommes. Et il y a aussi, et c'est influence culturelle occidentale est très forte en Iran, depuis toujours. Et à droite sont des mosquées
des mosquées les mosquées qui sont très belles. Et ces piliers sont principaux dans la civilisation iranienne, et chaque dirigeant iranien qui a essayé d'éliminer un de ces éléments clés de la culture iranienne a échoué. Par exemple, Khomeini a essayé d'interdire le nouvel an iranien, Nowruz. Il n'a pas réussi. L'Iran est un État multiethnique et la langue est perse et la culture est perse, c'est vrai, mais les Iraniens ne sont pas que persans, ils ne font que 40 à peu près. Il y a aussi une grande minorité azérie qui parle une langue qui est très proche du turc. Il y a des Arméniens, des Kurdes, de Lori, Mazandrani, d'autres petites nations qui composent ensemble l'Iran iranienne, mais l'Iran, c'est un État-nation. Et quelques femmes iraniennes célèbres, à gauche, c'est la mathématicienne Mariam Mirzakhani, qui est décédée de cancer, malheureusement, il y a quelques années. Elle était une grande mathématicienne. Au milieu, c'est la reine Faradiba Pahlavi, l'épouse du Shah de l'Iran. Elle habite en France. Et à droite, c'est Faradis Sabeti. Son père était l'ancien de SEVAC, le service de sécurité du Shah. Elle habite en Amérique. Elle est une micro très connue. Et en bas à gauche, c'est Golshifteh Farahani, une actrice et chanteuse iranienne qui aussi habite maintenant en France. Ville d'Iran, à gauche, c'est Palais de Chalsoutun, 40 colonnes à Isfahan. À droite, c'est Téhéran. À droite en bas, c'est Jardin d'Eram à Shiraz. Et à gauche, si vous avez jamais vu ce qui s'appelle miniature iranienne, la peinture iranienne traditionnelle, qui décrit le processus il est en train de verser du vent. Et le vent petit Syrah c'est Shiraz. La légende dit que le vent qui sort des vents provient de la ville Shiraz en Iran, et qui était traditionnellement le centre de production des vins. Mais passons maintenant à la République islamique, étant donné que c'est le sujet de notre conférence. La République islamique s'instaure en 1999 quand l'imam Khomeini arrive à Téhéran de Paris. Et il descend ici de l'avion qui l'a mené de Paris à Téhéran. Et à la une du journal Etelaat, Shah Raft, Imam Ahmad. Le Shah est parti, l'imam est venu. Voilà, on a le Khomeini, c'était le fondateur de la République islamique. Et Khomeini, c'était le fondateur de la République islamique, mais il était le premier guide suprême, Rahbar, mais il était un dirigeant charismatique. C'est qui Khamenei, le guide suprême présent, il n'a pas ces qualités de Karim. Khomeini était un grand savant, docteur de loi islamique. Khomeini est plutôt politicien. Le président Hassan Rouhani, et tout président, pas seulement Rouhani, le président en Iran est chef de l'exécutif, mais c'est le guide suprême qui approuve n'importe quelle politique, comme je vais montrer après, mais en partie est responsable, mais c'est ne prendre de décision. Et à droite, c'est Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, c'est le professeur Rahbar Muazzam al-Ghalaba Islami. Il gouverne, ou plutôt règne, mais sans jamais assumer la responsabilité. C'est-à-dire, on entend toujours le guide recommander, conseiller, mais il ne donne jamais des ordres pour ne pas être responsable. Parce que quand la structure idéologique du régime, et il y a sans écrit, et d'abord, il y a une similitude et parenté entre le régime iranien et l'idéologie de la confrérie musulmane, aussi Al-Qaïda, c'est-à-dire à la base, c'est une idéologie islamiste politique
il y a beaucoup plus de communs avec les frères musulmans et aussi Al-Qaïda, qui est aussi une forme de l'islam politique. Le chiisme officiel en Iran n'est qu'une variété iranienne locale, mais ce n'est pas le fondement. Et le principe le plus important, c'est l'État musulman qui agit selon les droits de charia et dans le but de construire une société musulmane utopique. La haine d'Occident et terrorisme, parce qu'il faut aussi, il est à noter que l'idéologie islamiste en Iran a apparu bien avant Khomeini. Elle a apparu déjà dans les années 40 grâce à quelqu'un qui s'appelait Nawab Safavi, ce que vous le voyez ici sur la photo. C'était un islamiste dans le sens il n'était pas un savant chiite, c'était un bazari, un marchand de bazar qui avait une formation d'ingénieur, quelque chose comme ça, et qui a visité l'Égypte. Il s'est inspiré de l'idéologie de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans en Égypte. Et tout comme les Frères musulmans, ces mouvements en Iran étaient de tout le début très anti-occidental, antisémite, antisioniste. Il appelait les Iraniens à participer dans la guerre contre Israël de 1948. Et ces mouvements, fait d'ailleurs en islam, les partisans de l'islam, ils sont mis à assassiner des politiciens et intellectuels iraniens. C'est-à-dire la violence était déjà là bien avant Khomeini. Et Khomeini s'aimait à proférer des diatribes haineuses contre Israël et les Juifs déjà en 1963, quand il a amplifié sa propagande contre les Shahs, et c'était déjà très antisémite. Donc, toutes ces explications qu'on peut voir en Europe, on essaie d'oblitérer l'aspect antisémite et antisioniste de l'idéologie iranienne, comme si c'était quelque chose de marginal. Non, ce n'est pas marginal, c'est au centre de l'idéologie khoméniste. Et Khomeini a écrit à plusieurs reprises dans ses livres que les Juifs, les orientalistes, les communistes ont mis pour but de nuire à l'islam et de corrompre l'islam. Donc, il ne s'agit pas du tout, comme parfois on peut voir en France, que l'Iran critique une certaine politique israélienne. Ce n'est pas vrai. Une révolution permanente, une peculiarité très importante du régime iranien, ce n'est pas que c'est un régime islamique, parce que j'évoque le fait que le Pakistan est aussi une république islamique, l'Afghanistan est aussi une république islamique. Donc, ce qui est intéressant et peculier en Iran, c'est la dimension révolutionnaire. L'islam, c'est la révolution. La révolution doit être permanente. Et donc, il n'y a pas de révolution sans ennemis, sans conflit, sans confrontation. C'est que le régime iranien fait pour demeurer cohérent. Le schisme duodécimain n'est qu'une variété locale de la même idéologie, comme je viens de mentionner, c'est-à-dire, oui, c'est chiite, mais c'est pas. Justement, en Iran, le schisme officiel est dépourvu de toutes les superstitions ou les fêtes populaires chiites qu'on peut voir en Pakistan, par exemple. C'est coutume de se blesser avec des épées, par exemple, et le coutume d'autoflagellation avec des chaînes, qui était très répandu parmi les chiites en Iran aussi, mais le régime ne veut pas le faire. L'idéologie khoméniste est intransigeante et empêche la flexibilité géopolitique, c'est-à-dire l'Iran ne veut aucun contact avec Israël, ne soit ça pour éviter une escalation militaire. Et c'est très différent, par exemple, de la Turquie d'Erdogan. Erdogan qui est aussi antisémite et islamiste, c'est l'islamisme frère musulman, mais la Turquie maintient toujours une position pragmatique vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire il déteste le journal turc et son plan de propagande antisémite sans embâche, mais quand même les liens économiques et commerciaux entre les pays sont tout à fait normaux. C'est-à-dire il y a toujours une dimension pragmatique en Turquie qui
est absente complètement en Iran. Et en général, quand on demande cette question, est-ce que l'Iran est-il rationnel ou irrationnel, est-ce qu'il est pragmatique ou pas pragmatique? Donc la réponse est que, en général, en histoire et dans les relations internationales, il n'existe pas l'État qui est purement idéologique ou purement pragmatique. Ça n'existe pas. Chaque État combine, le comportement de chaque État est en fait en amalgame de pragmatisme et d'idéologie. Ça dépend, ce qui est différent, c'est la proportion. Et la politique iranienne peut être pragmatique dans le sens occidental, mais uniquement lorsque les principes idéologiques ne sont pas mis en question. C'est-à-dire, par exemple, les relations de l'Iran chiite avec l'Arménie chrétienne sont cordiales, tandis que les mêmes relations avec l'Azerbaïdjan chiite, mais laïque et soviétique, sont et restent à désirer. Mais dans ces cas-là, aucune croyance idéologique iranienne n'est mise en question. Ce pragmatisme ne s'extend jamais à Israël ou aux États-Unis. Et avant de continuer, je voudrais mentionner aussi quelques concepts de base, ce qui s'appelle l'histoire conceptuelle, l'histoire des concepts. Ça fait partie de ma recherche académique aussi. De quoi s'agit-il? C'est beaucoup moins intellectuel que cela ne paraît. Et regardez à droite, je mets délibérément quels sont des pans. Il s'agit à droite baguette artisanale française, non el avashi, c'est un pan iranien traditionnel. À gauche, c'est le pan noir russe. Et à gauche en bas, c'est l'Echemen Angel israélien. Donc, il s'agit de pans, on comprend qu'il s'agit de pans, ça se mange, ça se fait en four, mais il est évident que les pans non russes et la baguette artisanale française et le non iranien sont deux choses différentes. Oui, c'est du pan, mais c'est différent. De la même façon, on peut faire référence à des idées historiques, parce que les idées, surtout les idées politiques, ils voyagent de siècle en siècle, ils voyagent d'un pays à un autre, et ils les changent sans qu'on se rende compte de changement. Il y a quelques idées reçues, clichés, qu'on peut toujours entendre en France, en Israël, et surtout dans les médias. Ces notions sont très médiatisées, mais en fait, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que c'est, et on ne peut pas faire de la stratégie si on ne définit très clairement le langage commun et la communication. D'abord, séparation entre religion et État. Disons, on peut entendre toujours en Israël, la Fadatat ou Medina, en Iran aussi, dans les pays arabes. Mais c'est quoi le problème avec cette notion? C'est qu'en France, par exemple, il n'y a pas de séparation entre religion et État. Ce qui existe, c'est la séparation des églises et de l'État. Et c'est une chose différente. Ce n'est pas la séparation de l'identité catholique de la France. La France est la fille aînée de l'Église. C'est que la loi de 1905 est faite, c'est réglementation des relations entre l'État français et l'Église catholique. Mais ni le judaïsme en Israël, ni le chiisme en Iran, ni l'islam en général n'ont pas de structure ecclésiastique. Donc, c'est quelque chose de différent. L'état de droit, Shilton HaChok, on dit toujours en Israël, quand on évoque l'autorité, quand quelqu'un met en question l'autorité de Bagatz, de la Cour suprême, on dit que c'est une attente au Shilton HaChok. Shilton HaChok, l'état de droit, rule of law, existait bien avant la démocratie, n'a rien à voir avec la démocratie. L'état de droit veut dire que la loi, les droits communs, s'applique à tout le monde, à tous les citoyens, sans discrimination, sans différence sociale, comme était auparavant quand il existait des systèmes aristocratiques où chaque classe avait ses propres lois. Disons,
la Prussie du 18e siècle, ce n'était pas la démocratie, mais c'était un Rechtsstaat, état de droit. Le droit international, c'est aussi une notion qu'on use et abuse, mais le droit international, c'est quelque chose qui n'existait pas. Il faut préciser, il s'agit de quoi? Il y a le droit international maritime, oui, c'est une chose très concrète, mais dans les cas où deux États se mettent d'accord d'aller à l'arbitrage, alors oui, mais en général, l'état de droit, dans le sens dont il est évoqué, ça n'existait pas. On fait la paix avec des ennemis. Ce n'est pas que je sois ou quelqu'un soit contre faire la paix avec des ennemis. Le problème que ça n'existe pas. On fait la paix avec quelqu'un qui a cessé d'être ennemi ou avec un ennemi qui a été complètement vaincu, comme l'Allemagne pendant la guerre. Fanatisme religieux, intégrisme, salafisme aussi, ces trois notions sont devenues genre un mot valise. En France, par exemple, tout ce qu'on n'aime pas justement en islam, alors on le traite de fanatisme, intégrisme, salafisme, sans définir clairement qu'est-ce que c'est. Pragmatisme, je prends ici la définition du dictionnaire Larousse. Pragmatisme, attitude de quelqu'un qui s'adapte à toute situation, qui est orientée vers l'action pratique. Donc, pragmatisme n'a rien à voir avec modération, parce que dans le langage médiatique, pragmatisme est un synonyme de modération, de gentillesse, voire de libéralisme. Rationalisme, c'est aussi la définition du dictionnaire Larousse, disposition d'esprit qui n'accorde de valeur qu'à la raison, au raisonnement. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un dont la politique n'aime pas, alors on la traite d'irrationnel. Intégrisme religieux aussi, il faut quelque chose à noter. Modération, extrémisme, il y a bien évidemment la modération, extrémisme, mais ces notions sont toujours relatives. Modéré, oui, mais par rapport à qui ou par rapport à quoi? Par exemple, Al-Qaïda, c'est par rapport à Daesh, à l'État islamique, c'est très modéré. Je ne suis pas cynique, je suis très sérieux, c'est modéré. Al-Qaïda n'a jamais dit qu'il faut tuer les musulmans, il faut tuer tous les étrangers, il faut tuer tous les chiites. Pas du tout. Mais par rapport aux frères musulmans, Al-Qaïda est extrémiste, les frères musulmans ils sont toujours viscéralement antisémites, antilibéraux, mais ils ne sont pas terroristes comme Al-Qaïda. Donc, c'est évident que la notion de modération extrémiste, c'est toujours, il faut préciser par rapport à quoi. L'idéologie islamiste, ça j'ai déjà dit, le chiisme n'est qu'une variation locale en Iran. Et fondamentalisme religieux en général est une réaction, j'utilise ici la définition scientifique académique, le fondamentalisme, intégrisme religieux est une réaction des trois religions monothéistes au défi de la modernité et adaptation sélective des concepts modernes, c'est-à-dire on ne peut pas dire que Hezbollah ou l'Iran ou les Haredim sont rétrogrades. Ils ne sont pas rétrogrades. Le fondamentalisme religieux n'existe pas qu'en islam, c'est caractéristique pour toutes les religions, et c'est une adaptation sélective de modernité. Il utilise plein d'ordinateurs, le séminaire théologique à Com, il est doté de la meilleure technologie. Et la définition du grand sociologue israélien Shmuel Noach Eisenstadt, le fondamentalisme est une dimension jacobine de modernité qui veut dire intolérance, penchant totalitaire, c'est-à-dire le jacobin pendant la Révolution française, voulait tirer les gens par les cheveux vers les paradis, et quand cela arrive, on finit par tuer des gens en général. Et donc, l'idéologie fondamentaliste en général, c'est très souvent, et en effet totalitaire et intolérant parce qu'elle est moderne, non parce qu'elle est religieuse. L'idéologie révolutionnaire iranienne empruntée au vocabulaire tiers-mondiste de Frantz Fanon, les damnés de la terre et d'autres mouvements marxisants. C'est pour cette raison que beaucoup de progressives en Amérique, comme Judith Butler par exemple, peuvent définir Hamas et Hezbollah et l'Iran comme avant-garde révolutionnaire. Pourquoi? D'où vient cette
délire, parce qu'en effet, les islamistes, y compris le régime iranien, emploient le vocabulaire qui ressemble au tiers-monde, de progrès, de justice sociale, et égalité, fraternité entre musulmans, bien sûr, mais il faut résister à l'arrogance mondiale, à l'impérialisme. Donc, ces notions sont pareilles au vocabulaire progressiviste ou tiers-mondiste. Encore un phénomène très important qui a été introduit par le sociologue allemand Max Weber, Entzauberung der Welt, qui veut dire désenchantement du monde. Ça veut dire un processus de sécularisation qui a lieu aussi en Iran, dans le monde musulman en général, peut-être pas à l'échelle européenne, mais quand même, cela aussi est advenu. Cela veut dire rationalisation des processus, rationalisation de pensée, dans le sens où la religion devient juste une idéologie parmi d'autres idéologies, et la religion qui a survécu ces processus du désenchantement du monde devient une idéologie, très souvent idéologie politique, mais ce n'est pas une religion qui a une dimension mystique, sacrale, ésotérique, contrairement à la religion traditionnelle. Donc, pour cette raison, de nos jours, ce qu'on appelle fanatisme religieux, ça n'a rien à voir avec disons, la mystique médiévale, ou que quelqu'un a entendu la voix divine, rien de pareil. Il s'agit d'une idéologie, mais idéologie manichéenne, intransigeante, comme l'idéologie communiste soviétique, par exemple. Et donc, l'intégrisme religieux, par définition moderne, et il y a aussi de notions très iraniennes, mustazafine, déshérité. Les États-Unis sont traités d'arrogance mondiale, estikbar et jahani, c'est un synonyme de l'Amérique, et il y a encore d'autres caractéristiques que l'autoritarisme idéologique, c'est-à-dire le régime iranien est autoritaire, mais contrairement au régime russe qui est seulement, entre guillemets, mafieux et criminel, le régime iranien il est aussi idéologique, et ce ne contredit pas qu'il est aussi corrompu. Et la visibilité de vie politique et querelles politiques qui servent de trompe-l'œil pour l'Occident, c'est-à-dire on peut entendre des experts en Europe qui expliquent en effet l'Iran est une démocratie. Ce n'est pas pourquoi, parce que la vie politique existe en Iran. Encore une fois, contrairement à la Russie. En Russie, il n'y a pas de politique, il y a Poutine. En Iran, il y a la politique, il y a les querelles politiques entre camps différents. Ce qu'ils ne sont pas vrais, c'est une autre question, mais il existe une compétition politique dans certaines limites. Critique aussi est permise dans certaines limites. En Iran, on peut critiquer le gouvernement critiquable. On peut critiquer. Comme ce qu'on ne peut jamais critiquer, c'est les gardiens de révolution et les guides suprêmes. Et le gouvernement, on peut écrire dans des journaux on peut écrire des diatribes contre les présidents et contre le gouvernement. Et oui, on peut dire qu'il n'y a pas de liberté de parole, mais l'Iran n'est pas la Corée du Nord non plus. Il y a, dans certaines limites, disons, une femme ne peut pas oser apparaître sans hijab, sans voile, mais on peut écrire des articles, disons que, en effet, l'islam originel est contre hijab, quelque chose contre chador en persan. Et les doctrines et les intérêts nationaux sont absents. C'est très important à comprendre que quand on écoute aussi dans des émissions, les intérêts nationaux de l'Iran disent que machin. Il n'y a pas d'intérêts nationaux et doctrines nationales en Iran, étant donné que tout énoncé des doctrines ou d'intérêts nationaux est toujours idéologique. C'est comme c'était en Union soviétique, on n'a pas trouvé quelque chose d'analytique qui explique les intérêts iraniens sans recours au langage idéologique. Il n'y a pas de choses comme une stratégie nationale ou une doctrine nationale. Il n'existe
que dans les pays démocratiques où il y a de débats parlementaires entre commissions différentes du Parlement et des organisations gouvernementales différentes, ils finissent par élaborer une doctrine. Rien de cela n'existe ni en Russie ni en Iran, donc on ne peut pas parler dans l'intérêt national de l'Iran, c'est que le guide suprême et la gardien de l'évolution décident, c'est rien d'autre. Démonisation des ennemis, les ennemis, il n'y a pas d'adversaires, mais des ennemis, du shmanan, et les ennemis sont toujours démoniques. Quand les ennemis domestiques ou étrangers sont démoniques, tout est permis à faire. Et avant la Révolution, les relations entre Israël et l'Iran étaient toujours multidimensionnelles et ne se limitaient pas du tout à la sphère militaire. Il y avait des visites d'artistes iraniens en Israël, il y avait des médecins athlètes adultes israéliens qui aidaient à développer l'industrie et l'agriculture iranienne et la médecine aussi. Mais la révolution islamique a transformé l'Iran en ennemi juré d'Israël. Et tout ça sans qu'on ait la moindre raison ou différentes pratiques. C'est-à-dire, l'Iran n'est pas adjacent à Israël, on n'a pas de frontières communes, il n'y a aucune raison. La raison de l'unité iranienne est purement idéologique. Il n'y a d'autres, ce n'est pas la Syrie ou l'Égypte où on a occupé leur territoire. Voilà. Rien de pareil n'existe par rapport à l'Iran. Et le régime, pour le moment, refuse toute communication avec Israël, conformément avec son idéologie. Israël essayait toujours d'établir une ligne de communication avec l'Iran à l'instar de ce qui existait entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Mais l'Iran, pour éviter juste pas pour établir des relations diplomatiques, pour éviter une escalade militaire, et le régime iranien refuse toute communication avec Israël. Pourquoi et pour cause? Parce que si, disons, théoriquement, ils se mettent d'accord de communiquer avec Israël sous la table, comme on dit, donc cela veut dire, cela sera connu, bien évidemment, et cela veut dire une reconnaissance tacite d'Israël, qui veut dire une attente à la révolution. On peut être en État musulman, avoir des relations normales avec Israël, avec l'Amérique, ce que prouvent les accords d'Abraham, mais on ne peut pas se réclamer de révolution islamique permanente et avoir de bonnes relations avec l'impérialisme mondial, avec le sionisme. Ça ne se fait pas. Donc c'est indispensable pour le régime, pour maintenir sa crédibilité. Il faut aussi se rendre compte que n'importe quel régime, pas seulement le régime iranien, n'importe quel régime dans le monde, tient à maintenir sa crédibilité et cohérence. Et la structure politique du régime iranien, c'est le plus intéressant. D'un côté, on voit ici à gauche, à droite, c'est la même chose, juste c'est avec plus personnel. À droite, à gauche, on voit des institutions élues, c'est le président, le gouvernement, le majlis, le parlement. Et les élections en Iran ne sont pas trichées, les élections sont démocratiques dans le sens où la procédure, le procédé des élections est tout à fait démocratique. Oui, on triche parfois, mais c'est tout à fait fair, comment dire. Mais il y a une petite astuce dans les régimes qui s'appelle conseil des gardiens, Shura Nagorban, que ces conseils qui consistent de 6 religieux et 6 juristes laïcs pas dans le sens qu'ils sont athées, qui ne sont pas des chiites. Et ces conseils, il peut abroger, approuver ou désapprouver n'importe quelle législation de Majlis. Disons, Majlis propose une loi et le Conseil des gardiens peut annuler comme il veut. Il ne doit même pas d'expliquer la raison de son refus. Et bien évidemment, tous les membres du Conseil des gardiens sont approuvés par qui? Par le guide Ali Khamenei, qui nomine aussi ses représentants dans les forces armées, et dans le système judiciaire,
Et il est encore un conseil de discernement de l'intérêt d'État qui sert à pallier les différences et les différends entre le Parlement et les autres organisations étatiques. Mais on peut voir que la ligne rouge que vous voyez ici, c'est l'influence des institutions non élues. C'est-à-dire, par exemple, oui, il y a en juin, on va avoir l'élection présidentielle en Iran, mais avant de se présenter aux élections, il faut que chacun présente sa candidature au Conseil des gardiens, et le Conseil des gardiens permet ou ne permet pas à certains candidats de se présenter. Donc, d'avance, préalablement, quand il y a l'élection, tous les candidats sont déjà approuvés, ils sont cachérisés par ces conseils des gardiens. Donc, il existe des institutions élues, mais l'électorat iranien, le peuple iranien, n'a aucune influence sur la politique ou sur la prise de décision. C'est comme ça que le régime marche. Mais il y a certains en Occident insistent à croire que c'est une démocratie, il y a les extrémistes et les modérés. C'est vrai qu'il y a les extrémistes et les modérés, mais cet enjeu, c'est plutôt un spectacle théâtral. C'est vrai que les modérés critiquent les extrémistes et vice-versa, mais c'est le guide suprême qui décide. Disons, on critique Rouhani pour l'accord nucléaire, mais ce n'est pas Rouhani qui décide. Si Guy décide, il va négocier avec les États-Unis. Et si le Guy décide qu'il ne faut pas négocier avec les États-Unis, il n'y aura pas de négociation à déplaire ou à plaire à Rouhani ou aux extrémistes. Donc, c'est un jeu bien connu et tout le monde le sait en Iran. Et enfin, les atrocités de régime, il faut savoir tout ce qui s'est passé pour que personne n'ait l'impression fallacieuse que, bon, le régime dit quelque chose, il dit maudit Israël, et Israël, le méchant Netanyahou veut bombarder l'Iran parce qu'il dit quelque chose contre la politique israélienne. Ce n'est pas ça. Donc, pour le comprendre, il faut explorer qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, après la Révolution, on a très nombreuses exécutions ont lieu, surtout les proches du Shah, les nobles, les gens du cours du Shah, y compris quelques dirigeants de la communauté juive. Habib al-Ghanian, qui était un homme d'affaires juif très connu, qui a construit beaucoup d'usines, a été accusé de spoliation des bien-être du peuple iranien et d'intelligence avec Shah, et il a été exécuté. Liban, 1983, l'attentat du Drakkar, quand l'attaque suicide par les agents de Hezbollah a tué 58 parachutistes français et 207 soldats américains, Marines. Et prise d'otage au Liban pendant les années 80, c'était Michel Serra et Jacques Hoffman et d'autres gens dont la photo vous voyez. Et une autre atrocité très connue, c'était l'exécution des prisonniers politiques iraniens. C'était entre 4 000 et 5 000 personnes. Personne ne sait vraiment. On a sorti des prisonniers politiques, on les a assassinés sous l'ordre de Khomeini. C'était jeunes à partir de 13 ans, y compris des personnes âgées et femmes enceintes. Et les attentats contre Israël, c'était l'attentat contre l'ambassade d'Israël en 1992, 29 civils. L'attentat contre la AMIA, contre la communauté juive en Argentine, à Buenos Aires. C'est aussi ce que j'oubliais de décrire, c'était en 1994 et 86 victimes civiles. L'assassinat de Shahpour Bakhtiar à Paris. Shahpour Bakhtiar, c'était le dernier premier ministre démocratique nommé par Shah. Il était résistant
était séjourné en France pendant la guerre, il parlait un français impeccable. Il a écrit même un livre en français. Il a été assassiné à Paris. Et Ali Vakilirad, l'agent iranien qui l'a tué, qui était détenu emprisonné en France, mais il a été libéré après la libération de Clotilde Reiss. Clotilde Reiss, si vous vous souvenez peut-être, c'était une jeune fille française, institutrice, qui a été aussi détenue en Iran. On l'a libérée en 2010. Et voilà, c'est le chapeau Bartiard et c'est le processus. Et manifestation de protestation populaire, il y a 2 ans, il est en Iran, où il y a aussi entre 500 et 1500 victimes, ça dépend qui compte. Et finalement, la dernière atrocité, c'est quand les gardiens de révolution ont abattu le Boeing ukrainien avec 176 passagers iraniens. C'était des citoyens iraniens, mais binationaux, et c'était délibérément, parce qu'on ne peut pas se tromper, on peut se tromper en tirant le fusil, mais on ne peut pas se tromper en utilisant le système russe anti-aérien. Ça ne marche pas. Soit si c'est les épaves de l'avion qui étaient abattues au-dessus de Téhéran. Et la stratégie iranienne actuelle, d'abord, c'est toujours, je rappelle, c'est la négation de la Shoah, c'est toujours présent de la propagande iranienne. Ici à gauche, ce que vous voyez, c'est la réaction du guide suprême, c'est pris de son site officiel, en plusieurs langues, après les attentats en France, il y a quelques mois. Donc, il a écrit, suite à Erdogan et tous les autres, pourquoi leur douter au sujet de l'Holocauste est considéré comme un crime, et tandis qu'en sujet le prophète, et voilà pourquoi celui qui est écrit sur ce sujet doit être condamné à la prison, tandis que l'offense au prophète est toujours en acte permis. Donc, ici, en bas, c'est Marg bar America, Marg bar Israël, mort à Amérique, mort à Israël. Et la traduction en anglais, down with America, down with Israel, est fausse. Marg, c'est mort. Mort à Israël, mort à Amérique. Ce n'est pas down with America, bas l'Amérique, bas Israël. C'est une traduction sélective. Mais il y a quand même, il faut mentionner qu'il y a aussi beaucoup de très nombreux Iraniens sur le Facebook et sur tous les réseaux sociaux qui sont contre ces slogans. Et voilà, ici, c'est un exemple de ces slogans anti-régime. La mort à Amérique et la mort à Israël n'est pas mon slogan. Mais pour le moment, en quoi consiste la stratégie iranienne actuelle? C'est préserver la confrontation avec Israël au niveau de vrais conflits militaires, c'est-à-dire la confrontation avec Israël doit demeurer chaude. Une vraie confrontation, pas juste des propos anti-israéliens, antisémites, mais en même temps, les guides suprêmes et les pasdaran, les grandes révolutions, sont cautieux d'éviter la guerre. Ils ne veulent pas la guerre, ils veulent un conflit, mais pour non pas payer le prix. La haine des États-Unis, toujours le guide réitère qu'il n'y a aucune différence entre Biden et Trump, c'est l'Amérique, c'est le grand Satan, Shaitan et Boujorg, qui est la même chose. Et la réponse asymétrique, c'est les points forts de l'Iran. Qu'est-ce que cela veut dire, la réponse asymétrique? En tant que pays qui ne peut pas posséder tous les moyens militaires et la technologie militaire dépend, ces pays découvrent les points faibles de l'ennemi, Israël dans ces cas, et investit dans les moyens pour frapper ces points faibles de l'adversaire. Et c'est quoi les points faibles d'Israël? C'est les civils, c'est-à-dire les missiles iraniens, les missiles de Hezbollah peuvent frapper n'importe quel endroit en Israël et infliger de pertes humaines civiles, ce qui est nouveau pour Israël. Et c'est un point faible très grave pour Israël que l'Iran, bien évidemment, exploite. Et l'Iran mène la guerre par procuration
ou par le truchement de mandataires, que veut dire Hezbollah, les Houthis, les rebelles Houthis au Yémen, les milices irakiennes, c'est-à-dire sont tous ces organisations militaires, milices, ils fonctionnent comme la clientèle de l'Iran. Ils agissent au nom de l'Iran. Hezbollah peut tirer les missiles sur Israël sous l'ordre de Téhéran. Et armes nucléaires, c'est aussi un sujet très actuel et important. Et l'arme nucléaire ne sert pas pour larguer une bombe sur quelqu'un, parce que le discours américain il est très binaire et primitif. On demande, est-ce que Khamenei veut vraiment larguer une bombe sur Israël? Non. Donc, si ce n'est pas vrai, donc Israël exagère et ce n'est pas dangereux. Non. Historiquement, l'arme nucléaire servait toujours pour amplifier la puissance de l'État. C'est un multiplicateur de puissance, multiplicateur de force, et chacun qui possède l'arme nucléaire acquiert l'invulnérabilité. C'est-à-dire, personne ne va attaquer un État qui possède l'arme nucléaire. Et dans le cas d'Israël, ce qui est très dangereux, si l'Iran se dote d'armes nucléaires, donc la menace conventionnelle de Hezbollah devient insupportable, c'est-à-dire Israël ne pourra pas, missiles tombent sur nos villes et villages, et on a des pertes civiles et on a du mal à réagir parce que Hezbollah aura un bouclier nucléaire iranien. C'est comme ça que pendant la guerre froide, c'est marché. Et donc, c'est un développement très dangereux. Et l'influence iranienne au Moyen-Orient, vous voyez ici, le plan est très démonstratif. On voit partout où il y a le peuplement chiite, sont toujours chiites, les milices pro-iraniennes. Et il y a 20 000 personnes en Syrie, en Irak, en Iran bien sûr, au Yémen. Donc, tout ça sont les agents iraniens, surtout en Syrie, ils sont très dangereux. Pour Israël, ils ne sont pas dangereux en tant que combattants, en tant que tels, ce n'est pas un danger. Mais ils sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont dotés de missiles précis et aussi raquettes non précises. C'est-à-dire, si Hezbollah attaque Israël à partir du Liban, Israël peut détruire le Liban, Israël peut occuper le Liban. C'est dangereux, c'est coûteux en termes de pertes humaines pour les Libanais, pour nous, mais c'est faisable. Mais par contre, si les milices pro-iraniennes tirent, y compris les Hezbollah en Syrie, tirent des missiles sur tous les territoires d'Israël, Israël aura du mal à occuper la Syrie et on ne peut jamais gagner la guerre, surtout quand on tire sur les civils d'un terrain ennemi. On ne peut jamais gagner la guerre, on ne peut pas arrêter le tir de missiles sans occuper les terrains. Occuper la Syrie, c'est quasi impossible. C'est pour cette raison qu'Israël mène les raids aériens et d'autres opérations pour entraver le déploiement des unités pro-iraniennes ou iraniennes en Syrie. Ce n'est pas anéantir la présence iranienne en Syrie, mais au moins rendre pour eux la vie un peu plus compliquée. Sinon, le danger, comme je viens de démontrer. Les missiles balistiques de longue portée, qui l'Iran déjà possède un plan de quelques modèles de missiles, vous voyez que les ranges entre 1000 km et 2000 km, tous ces missiles ils atteignent tout le but possible en Israël et l'Iran toujours est en train de perfectionner le système de guidage et de ciblage de ces missiles, donc ça devient de plus en plus précis. Et pourquoi ça inquiète l'Europe, l'Occident aussi? Parce que le fait qu'un pays insiste à avoir le programme de développement de missiles balistiques veut dire qu'on veut se doter d'armes nucléaires, parce qu'aucun pays dans le monde n'a jamais développé des missiles balistiques sans pouvoir porter une charge nucléaire. Ça ne sert à rien. Par exemple, ça, c'est irrationnel.
Il n'y a pas de, quand on dit qu'est-ce que c'est rationnel et irrationnel, construire un missile balistique sans intention nucléaire, c'est techniquement possible, mais ça ne sert à rien. En général, on construit un missile balistique pour que ça serve de plateforme, deliver platform, pour porter une charge nucléaire. Et le troisième danger qui n'est pas mentionné dans le discours américain actuel, c'est la prolifération nucléaire, parce que l'Arabie saoudite a déjà un programme nucléaire civil, mais c'est une question de temps pour le convertir en militaire. Et l'Amérique, les États-Unis n'ont aucun moyen juridique ou technique d'arrêter les programmes nucléaires saoudiens. Et dans les cas où les Saoudiens décident que Biden réitère la politique d'Obama, ils vont relancer leur programme nucléaire qui va devenir militaire. Et ce n'est pas grave en tant que tel, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que si l'Iran se dote d'armes nucléaires, et si l'Arabie saoudite se dote d'armes nucléaires, c'est une question d'état quand la Turquie va décider de se doter d'armes nucléaires. Et je crois qu'à mon humble avis, le sultan Erdogan, encore avec une bombe nucléaire, ce ne sera pas drôle. Et je ne vois pas que pour le moment, l'administration américaine est en train de discuter ces dangers. C'est comme si cela n'existait pas. Et maintenant, on passe un peu à la stratégie. C'est ma petite bibliothèque stratégique. Il faut penser la stratégie, penser la guerre, et bien que cela soit un peu intellectuel, mais c'est indispensable. Après avoir parlé des clichés et des idées reçues, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la stratégie? Et le Marshal de France, Foch, toujours s'est posé cette question, de quoi s'agit-il? Quand on discute la stratégie, il y a quelques penseurs auxquels je fais référence, Raymond Aron. Les relations internationales contiennent une dimension conflictuelle, donc le risque de recours à la violence armée. On ne saurait imaginer une diplomatie non violente tant qu'on n'a pas éliminé la violence de la politique intra-étatique. C'est-à-dire quand on dit, oui, il faut résoudre des différends avec, paisiblement, sans recours à force, mais dans les cas iraniens, il s'agit d'un combat diplomatique. Ce n'est pas un processus juridique entre deux compagnies, entre deux personnes dans un État démocratique. C'est un combat. Et ces diplomaties, en paraphrasant Clausewitz, c'est une guerre par d'autres moyens. Donc, et quand la diplomatie avec l'Iran n'est pas accompagnée de vraies menaces de recours à force militaire, donc les Iraniens sont très intelligents, ils tirent immédiatement la conclusion. Et la différence entre la tactique et la stratégie est que la tactique emploie les forces armées, tandis que la stratégie analyse les résultats des combats. Donc, la stratégie, c'est la finalité de hostilité ou de combat. Georges-Henri Sautou, c'est un grand historien stratégiste français. La stratégie est l'art de la dialectique des volontés et des intelligences, employant entre autres la force ou la menace des recours à la force à des fins politiques. Et finalement, encore une définition très importante. Aussi, Julien Freund était un élève de Raymond Aron. La dépolitisation est une utopie, tandis que la politisation totale conduit au totalitarisme. La politique s'inscrit dans la nature humaine, celle-ci étant sociable, le politique est intrinsèque à la société. C'est pourquoi le politique est une essence, non une convention, en l'instar du droit. Qu'est-ce que c'est que le politique? L'articulation de trois couples dialectiques, le commandement et l'obéissance, d'où résulte le pouvoir de l'ordre, le public, le privé, d'où résulte l'opinion, l'ami et l'ennemi, d'où résulte le conflit et la lutte. Et la stratégie, Henry Kissinger, le réalisme politique, l'ordre national, il y a l'ordre national, il y a le système international, mais le droit international, ça n'existait pas. Enfin, non parce que je n'aime pas, mais parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Il ne faut pas comprendre toutes ces notions comme appel
à créer des ennemis où le réalisme politique est associé avec cynisme, avec quelque chose comme ça n'a rien à voir. Le réalisme politique veut dire qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est, il faut comprendre que chaque choix, comme tout choix dans notre vie, il a toujours un prix, il a des conséquences. Par exemple, les conséquences d'un choix qui paraît moral peuvent s'avérer immorales ou négatives. Et Raymond Aron disait aussi, les droits de l'homme ne font pas une politique. On peut vivre dans l'obsession de défendre les droits de l'homme, mais s'il s'agit d'avoir une politique étrangère à partir de l'idée de respect des droits de l'homme, non, on ne peut pas faire une politique étrangère à partir du respect des droits de l'homme. Et c'est tout cela pour que ces discussions, et en Europe surtout, mais aussi chez les démocrates américains, c'est ce que vous voyez ici à droite, l'article, très bon article dans le journal, dans la revue géopolitique italienne, l'IMS. Il mito europeista in fuga dalla storia, c'est-à-dire le mythe européen, c'est une tentative d'échapper à l'histoire, c'est-à-dire on mythe que c'est pas mauvais, mais ça ne correspond pas à la réalité, et la réalité est historique, c'est-à-dire l'Iran dit qu'elle ne sera jamais d'accord de conclure son programme balistique et ses politiques régionales. Et la politique régionale iranienne, c'est un euphémisme pour le terrorisme et ce n'est pas discutable. Donc, on a beau répéter qu'il faut pour parler, il faut conclure un accord, mais je crains que ce soit impossible. Ce sera surtout impossible sans une vraie menace pour l'Iran. Et donc, encore une fois, je viens de démontrer les atrocités des régimes. J'ai oublié de mentionner aussi l'exécution du journaliste iranien Rohol Azem, qui était aussi, qui habitait en France, mais il était séduit à arriver en Irak. Là-bas, il était arrêté par les agents des gardiens de la révolution, mené en Iran et exécuté en mois. Donc, il s'agit de ces régimes-là. C'est une mafia meurtrière qui assassine, qui torture. Et si quelqu'un pense qu'on peut, juste pour parler avec eux, il faut les comprendre, bon, et je peux de choses à dire. Et finalement, qu'est-ce que fait Israël? D'abord, le renseignement existe toujours dans la Bible. Il y a quelques mots du prophète Yechezkel, et il s'agit de guetteur qui doit voir si l'ennemi arrive. Et cet homme, voyant le glaive venir contre le pays, sonnera de la trompette et avertira le peuple. Et finalement, si le prophète dit que il avait entendu le son de la trompette, mais sans se mettre sur ses gardes, il aura mérité sa mort s'il s'était gardé et le sauver. Sa vie, c'est le guetteur à Tzofé, c'est le renseignement de nos jours responsable d'avertir, de guetter, c'est pour se protéger de dangers. Et encore en pasouk de Sefer Mishlei, proverbe, Ki betach bolot ta'asalecha melchama, ou teshu'a berov yoetz. C'est un bon stratège que tu dois amener à la guerre, élargis ton conseil et tu le réussiras. Donc, et il y a aussi une notion de base à l'armée et dans les entreprises aussi, n'importe où, la gestion des risques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de risques. Israël est quand même un petit pays qui n'a pas les ressources américaines. Il faut faire le tri des risques, faire la prioriser les risques. Donc, on fait la gestion des risques. Qu'est-ce qui est plus dangereux, qu'est-ce qui est plus urgent? Et c'est normal que les intérêts stratégiques des divers pays parfois convergent, parfois divergent. Donc, les risques ne sont pas perçus de la même façon. C'est tout à fait normal que la France ou l'Angleterre ne voient pas les dangers que voit Israël et vice-versa. Mais il faut quand même se rendre compte que l'idée que des experts étrangers ou certains juifs libéraux américains éclairent Israël sur ses vrais intérêts pour le sauver de lui-même, cette idée est humiliante et stupide.
Et aussi, aussi, elle est humiliante parce qu'elle prend, c'est-à-dire il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de gens qui consacrent jour et nuit au travail de garde, quoi, que quelqu'un peut nous expliquer, nous expliquer quelque chose sur l'Iran, sur le Proche-Orient que nous, les primitifs, ne comprenons pas. Nous, les primitifs qui habitons au Proche-Orient. Israël est aussi une idée très courante, mais complètement fausse, qu'en Europe, qu'en Amérique aussi, Israël ne pousse jamais les États-Unis à la guerre, au bombardement des installations nucléaires non plus. C'est un mensonge, c'est-à-dire on répète en mensonge, au point de ce mensonge devient la vérité. Il ne demande jamais une preuve. Qui a jamais dit qu'Israël veut bombarder maintenant, ces moments, le bombardement des installations nucléaires ne peut pas anéantir ou même délayer un peu le programme nucléaire. C'est inutile. Donc, je n'ai jamais vu que quelqu'un en Israël ait évoqué le besoin ou la nécessité de bombarder les installations nucléaires. C'est faux. Et la perception de la menace iranienne en Israël est consensuelle. Il n'y a pas de faucons et colombes. On dit toujours, j'ai entendu il y a à France Culture quelques jours, les faucons israéliens, il n'y a pas, ce qui concerne la menace iranienne, il n'y a pas de faucons colombes. Le débat existe, bien sûr, ça prouve qu'Israël est une démocratie normale et saine, il y a le débat, bien sûr, mais le débat porte sur les moyens de résoudre le problème, pas sur la substance du problème. Israël est fort grâce à ses atouts technologiques et militaires, mais surtout humains, international, avec la diversité. Et l'intégration des citoyens arabes va croissant. Par exemple, cette année, Tzahal a attiré un nombre record de conscrits arabes israéliens, y compris de conscrits musulmans, arabes musulmans, pas seulement les chrétiens, les druzes, ainsi juste des arabes musulmans. Leader mondial de la vaccination, Israël est devenu le laboratoire humain. Moi, je vais me vacciner après-demain, la deuxième portion. Il y a l'entente cordiale avec les pays du Golfe, et coopération allant croissante, pas du tout seulement dans le domaine des renseignements et sécurité. Il ne faut pas des relations diplomatiques pour la coopération de sécurité. Et l'Iran, c'est quand même un État faible, c'est un État avec énormément de problèmes avec le jeune, sans espoir, sans travail. Et l'Iran n'a pas d'alliés, c'est-à-dire personne ne va défendre l'Iran et personne ne veut mourir pour l'Iran, c'est-à-dire parmi les États, aux États adjacents à l'Iran. Et les liens formels entre Israéliens et Iraniens, s'ils sont élargis, je communique moi-même sur les réseaux sociaux, avec les Iraniens. Le régime iranien ne représente pas le peuple iranien, il n'a pas le soutien antérieur solide. Et les républiques islamiques, finalement, s'affaiblit. Donc, je veux conclure avec quelques paroles, quelques mots optimistes. Il ne faut pas penser que oui, la menace iranienne est sérieuse. C'est très sérieux, c'est très grave, mais Israël a tous les moyens à agir et faire ce qu'il faut, même si Israël devra agir sans États-Unis. C'est possible, mais finalement, il faut aussi la première rencontre du peuple persan avec le peuple juif, c'était enregistré dans la Bible. La Bible, c'est la Bible qui appelle Cyrus Kourouch, le roi persan, il l'appelle Ouam et Mashiach. Je dis à Cyrus, tu es mon berger. Et ainsi, par l'Éternel à son à Cyrus, je l'ai pris par la main pour mettre la nation à ses pieds et délier les ceintures des rois pour ouvrir devant lui les battants, empêcher que les portes lui soient fermées. Et comme Hachem, les Meshicho, le Koresh quand même. Donc, j'espère que voilà, c'est ça la perspective. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je serai content de répondre. Merci, Alex. Peut-être on va pas
partager l'écran. Merci infiniment pour cette merveilleuse conférence où nous avons tous appris, je suis sûre, beaucoup de choses. Si vous voulez bien rallumer vos micros et peut-être allumer vos caméras aussi pour que Alex ne soit pas devant des écrans noirs, ce serait peut-être plus sympathique. Et vous avez la parole pour poser des questions. Il n'y a pas de questions? Voilà, Pierre Lazare. Alors, moi, j'aurais deux petites questions à poser, peut-être deux commentaires. Vous dites que les experts étrangers, bon, certains experts étrangers ont évidemment envie de donner des leçons à Israël, mais quelquefois, avoir un regard extérieur, on n'a pas le nez sur le guidon, on est peut-être un peu moins impliqué affectivement. Est-ce que ça ne peut pas être d'une certaine utilité tout de même? Et ça dépend, c'est vrai, bien sûr, c'est toujours, quand on lit en plusieurs langues, on entend, on espère différences, on peut toujours apprendre parce qu'on peut toujours voir en notre angle, c'est vrai. Mais malheureusement, très souvent, on voit déjà le parti pris. Je suis désolé que c'est pas quand je vois le parti pris d'avance. Et surtout, il faut distinguer, il faut se demander quand vous entendez un expert étranger, il faut se demander qu'est-ce qu'il sait vraiment. Ou, comme dit le chercheur américain Nicolas Taleb, skin in the game. Quel est son intérêt? Oui, non, mais même, en quoi il est expert? Par exemple, il y a beaucoup, ce qui concerne Israël, par exemple, ce qui concerne Israël en France, il y a énormément, on ne peut pas, les experts français en général, c'est très bon, on ne peut pas imaginer un expert français qui s'exprime à propos de la Russie sans maîtriser à la perfection le russe, sans avoir vécu en Russie. Mais il y a plein d'experts, soi-disant experts, qui se permettent de parler sur Israël et ils ne maîtrisent jamais l'hébreu. Et voilà, parce qu'ils ont lu quelques journaux israéliens, ils sont érigés en rang des experts. Ça dépend qui dit. Il y a aussi des intérêts. Il y a aussi des intérêts. Est-ce que peut-être quelqu'un travaille avec des compagnies iraniennes? C'est possible. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter. C'est certain. Mais ça peut arriver. Merci. Monsieur Van den Meer? Shabecher, Alex. Shabecher, Salut, Mamdou, merci. Merci pour ton exposé. Et j'avais une question à te poser. Et le chat est parti à cause, on le sait, des Américains. Tu viens de dire que le peuple iranien n'est pas le gouvernement. Alors, comment ça se fait que l'Amérique ne fait rien pour faire, je dirais, partir cette révolution islamique, ou alors c'est leur intérêt que cette révolution islamique et les ayatollahs restent sur place? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois d'abord l'Amérique a déjà beaucoup d'expérience amère après avoir organisé le coup d'État contre le Mossadegh en 1953. Et l'Amérique a très peu d'appétit à changer de régime, à faire des révolutions. C'est techniquement impossible parce que pour le moment, le régime, je ne suis pas prophète et je ne sais pas ce que va advenir en Iran demain. Vraiment, je n'ai aucune idée. Mais pour le moment, il n'y a aucun signe que le régime est instable, qui s'écroule. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de couches sociales qui doivent leur assent social à la révolution. Il y a Bougnon de Mostazefan, il y a le martyr de la guerre affreuse entre l'Irak et l'Iran, qui ont acquis en ce temps un sens social grâce à la révolution. Donc, ce n'est pas si facile ou si évident que tout le monde est contre le régime. C'est bien, je le connais de
Je me souviens de l'Union soviétique, je suis né à Moscou et je me souviens très bien de situations où des gens peuvent détester la réalité économique, sociale, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils détestent les régimes idéologiquement. C'est très important. L'Amérique n'a pas la capacité de bouger des choses dans un esprit. Merci. Et Pierre Lazare, vous avez monté. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. La question que je voulais vous poser, c'est il y a eu un accord partiel sur le nucléaire iranien qui a été dénoncé par le président Trump. Le président Biden semble vouloir retourner un accord partiel. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Alors la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a un accord partiel que vous pourriez imaginer que feraient les États-Unis et peut-être l'Union européenne aussi avec l'Iran qui pourrait servir les intérêts d'Israël? Et quel serait le contenu de cet accord? Et le contenu, c'est très simple, le contenu de cet accord, c'était d'abord qu'on discute avec l'Iran, c'est-à-dire l'Iran met fin à ses interventions régionales, c'est-à-dire, je dis encore une fois, c'est un euphémisme pour le terrorisme, le missile de Hezbollah, les milices en Irak ou qui sévissent maintenant en Irak, les milices qui sévissent, comment ça s'appelle? Oui, l'ingérence régionale et les programmes, la cessation du programme de missiles balistiques est un des problèmes les plus graves de l'accord partiel qui a été signé par Obama. C'est que les dispositifs de caducité de cet accord, on n'en sait rien. Il faut toujours chercher, quand on lit des journaux, une des tâches de renseignement, c'est voir ce qui n'est pas écrit, pas seulement ce qui est écrit. Il n'y a rien sur le dispositif, parce que si l'accord restait comme il était, donc il expire en 2025 et on ne sait rien qu'est-ce qui se passe après. Personne ne sait. Et la vérification qui existait dans les cadres de l'accord, elle était très, comment dire en français, j'oublie, lenient, très légère avec les Iraniens, c'est-à-dire les Iraniens pouvaient, en fait, brièvement dit, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont pas la possibilité d'accès immédiat dans les cas de violation iranienne. Les Iraniens ont toujours quelques jours pour mélanger les traces, pour nettoyer. Après, on ne peut rien trouver. Et finalement, l'accord qui existait, il ne garantit rien. Il ne garantit, comme je dis, il ne garantit rien. Après, qu'est-ce qu'on va, s'ils font comme ça, ceci ou cela. Et finalement, l'accord, JCPOA, il contenait des clauses secrètes. Des clauses secrètes où l'Amérique garantissait à l'Iran l'invulnérabilité des attaques d'une attaque israélienne ou des diversions israéliennes, je ne sais pas exactement quoi. Et c'est une autre question que l'accord qui comprend la limitation sur le programme des missiles balistiques, fin au terrorisme iranien dans la région, elle est impossible parce que tous les politiciens iraniens, tous les diplomates iraniens, ils sont unanimes, ils disent ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable, c'est très rationnel, très normal. Ils voient que l'exposé que je vous ai fait de tous ces crimes iraniens, ils n'ont reçu aucune réaction iranienne. C'est normal quand je fais quelque chose de mauvais à vous, si je vous agace, d'accord, si je vole de vous, si je ne fasse aucune
Contrepartie, je continue à le faire, c'est tout à fait normal. Et surtout que la délégation américaine, c'est qui mène, c'est inimaginable. Wendy Sherman, c'est une dame qui sont déjà, de Wendy Sherman, Tony Blinken, l'équipe, sont des gens qui n'ont aucune éducation, formation professionnelle en renseignement, en sécurité, ils ne maîtrisent aucune langue étrangère, ils sont des avocats. Wendy Sherman est une assistante, travailleuse sociale. Je vous demande, ça me paraît anormal qu'on met une travailleuse sociale de gérer une négociation stratégique avec une mafia monstrueuse qui assassine et qui tue, qui commande les milices au Proche-Orient et qui aussi ménage le réseau de drogue de Hezbollah en Amérique du Sud. Il paraît que ce n'est pas normal. Alexandre, tu devrais mettre ton micro. Oui. Je ne l'ai pas mis encore. Voilà. Bonsoir Alexandre. Franchement, je dois vous dire bravo parce que j'ai vécu pendant près de 10 ans à Los Angeles et j'ai bien connu des gens de la grande communauté perse là-bas, que ce soit ouais, juive ou pas juive. Et tout ce que vous avez décrit, c'est exactement la complexité et l'intelligence de cette communauté que j'ai vue, qui, contrairement à leurs cousins arabes, ont beaucoup de finesse et d'intelligence et qui connaissent très très bien leur histoire. Ma question est double. Comment interprétez-vous le fait que depuis un an, où entre les Israéliens et les Américains qui infligent pas mal de dégâts, que ce soit en Syrie, en Irak ou même en Iran, personnellement, enfin, que l'Iran n'a pas encore réagi, malgré le fait qu'elle a dit, effectivement, avec les dates de la mort de Soleimani notamment, etc., qui n'ont pas réagi. Et secondo, pour faire rebond à ce que vous venez de dire, comment pensez-vous que Sherman ou Blinken, effectivement, qui sont juste des diplomates et qui ont participé au précédent accord sous l'administration Obama, pourquoi ceux qui ont signé un accord vont devoir le renégocier et se dédire plus ou moins de ce qu'ils ont fait il y a 5 ans? Et bon, d'abord, pourquoi les Iraniens ne réagissent pas? Parce qu'ils sont, l'Iran est fort, mais n'est pas omnipotent. Ils ont des limites. Quand on fait la guerre par procuration, c'est très bien, comme on dit, et l'Iran est prêt à combattre Israël jusqu'au dernier Palestinien. C'est très bien de faire mourir les Arabes pour la République islamique, c'est bon. Mais ça pose aussi des limites, parce qu'on ne peut pas leur donner les missiles les plus précis et plus précieux. Donc, ça pose des limites. Et quand on voit et c'est justement, c'est la démonstration de ce que peut-être j'ai l'air un peu guerrier, etc., que vous n'êtes pas habitué, mais malheureusement, dans ces quartiers, il faut, comme on dit en russe, pour vaincre dans une querelle, il faut être prêt à la commencer. Donc, une fois, si les gardiens des révolutions voient qu'ils reçoivent une bonne contrepartie, une bonne réaction, donc ont peur, ils comprennent, sont des gens tout à fait rationnels. Ils comprennent quelle est la relation, c'est Soleimani aussi, et les Américains, pendant toutes les années, ils ont empêché Israël de faire l'affaire. Mais Soleimani, il a exagéré aussi, il a ordonné de commander les milices. C'était un grand diplomate et manipulateur, pas seulement. C'était vraiment un combattant, un soldat très sérieux qui a passé toute la guerre en Irak. Mais il a exagéré, il a sous-estimé les Américains, il a ordonné de tirer des missiles qui ont tué les civils américains. Donc, l'ordre a été donné et voilà. Et maintenant, on entend en Iran qu'on dit que la vengeance de la mort de Sardar Shahid, elle ne doit pas forcément être en Iran, elle peut venir à partir de l'Iran. Donc, il y a des... Si on sait frapper, c'est ménageable. En Syrie, en général, c'est très compliqué parce que l'Amérique, encore une fois, l'Amérique est limitée et la Russie est aussi limitée. Le seul but de la Russie en Syrie, c'est la survie du régime d'Assad.
Les Russes, on s'en fout des Iraniens, ils n'ont aucun problème avec les Iraniens. Et même si, en général, la politique russe en Syrie, c'est les copains de Poutine. Il n'y a pas d'intérêt, comme je viens de dire, il n'y a pas d'intérêt national russe en Syrie. C'est les copains, les mafias de Poutine qui Prigozhin qui fait quelque chose. Mais même s'ils veulent faire sortir les Iraniens de la Syrie, c'est impossible parce qu'il ne s'agit pas des Iraniens vraiment, il s'agit des milices pro-iraniennes, ce sont des adolescents afghans que les Iraniens recrutent pour quelques centaines de dollars. S'ils survivent en Syrie, ils peuvent recevoir la nationalité iranienne. Donc, c'est très compliqué tout ça. Il s'agit d'un territoire qui est très large. La Syrie, ce n'est pas le Liban, c'est ça. Peut-être j'ai oublié quelque chose dans notre partie de votre question. Oui, Blinken, oui, Blinken. Alors, écoutez, je ne sais pas, perso, Blinken et Sherman. Seulement, on sait que quand j'étais où j'étais, alors je lisais le document, je pouvais savoir et entendre des choses. Mais la question principale est la suivante. Est-ce que ces gens-là sont prêts à apprendre? Le problème avec ces gens-là n'est pas qu'ils sont bêtes ou de gauche ou de droite, le problème qu'ils sont juifs, avocats et américains. C'est-à-dire, en tant que juifs, ils ont des foi très forts, inébranlables. On ne peut pas inébranlables. En tant qu'Américains, ils sont très bornés, ce sont des gens très polis, très cultivés, très gentils. Pas eux, mais je sais pas, quand j'ai rencontré beaucoup de fois de collègues américains, hein, c'est un type américain très présent partout. On ne peut pas leur expliquer quelque chose, que les cultures sont différentes. Laïcité, c'est en France. En Amérique, c'est autrement. Ils ne peuvent pas comprendre. Je suis juif américain, donc je sais très bien de quoi tu parles. Tu peux pas. Donc, le problème, ce n'est pas que quelqu'un ne sait quelque chose. Je ne sais pas. Je ne comprends en économie, je ne comprends en psychologie, je ne comprends en psychologie, je ne sais rien. Mais je suis prêt à apprendre. Écoutez, vous me dites que ça ne marche pas comme ça. Si ça marche avec eux, très bien. Si Wendy Sherman peut apprendre quelque chose, Baruch Hashem. Mais si c'est encore pire, Wendy Sherman, elle est certaine que les Iraniens vont faire quelque chose. Mais je parle persan, je parle avec les Iraniens, je lis le journal des Iraniens chaque jour, et je vous dis que ça ne marche pas comme ça. On peut pas se dire, l'économie iranienne est corrompue jusqu'au bout des ongles. Les gardiens de révolution contrôlent 40% de l'économie. Donc, l'idée que s'ils leur donnent les sanctions, quelque chose, et l'argent va arriver au peuple, mais Et les Bassidji, en plus, qui sont au milieu. Mais on peut pas. Mais les mêmes gens, souvent les mêmes gens qui ne peuvent découvrir aucune astuce contre l'adversaire, ils sont très astucieux avec leurs alliés. C'est ça qu'Obama fait, faisait. C'est encore une fois, les Arabes, et aussi concernant votre question, Pierre, et les Arabes sont normaux. Les gens en général dans le monde sont normaux dans le sens ils comprennent la politique internationale, ce n'est pas les droits de l'homme, et ce n'est pas les droits internationaux. La politique internationale se base sur la souveraineté des États. Il y a les alliés et les adversaires, amis, ennemis, comme dit Julien Freud de façon plus académique. Mais donc ça, c'est normal. Tout le monde comprend ce langage. Mais l'idée qu'on peut treat your partners as your enemies and treat your enemies as your partners, c'est que Obama... D'abord, déverrouillez votre iPhone. C'est pas normal. Alors, pire encore, j'ai le dernier livre d'Obama, qui est un livre de 2000 pages, et je n'ai pas lu tous les livres, c'est impossible, mais c'est incroyable, et c'est pas seulement Obama, c'est tous les politiciens américains. Il décrit que sa compréhension était erronée, mais vous ne pouvez jamais voir une seule phrase, I was wrong. Never. Ça n'existait pas.
puis une phrase qui est toujours présente chez tous les Américains, sans rapport républicain, démocrate, ou n'importe qui. Et Obama écrit « I appealed to the Chinese self-interest ». On ne peut pas, l'Amérique peut, l'Amérique ou n'importe qui d'autre, peut désapprouver ou approuver telle ou telle politique de notre État. On peut être dégoûté, on peut être, je ne sais pas, critiqué, mais l'Amérique ne peut pas expliquer aux Russes, aux Français, aux Israéliens, aux Chinois, quel est leur vrai intérêt. Plus les Américains le font, plus ils éveillent la haine. Ça sonne comme colonialisme, comme l'homme blanc qui va enseigner les natives quels sont vrais intérêts, comme en enfant attardé, pardon, il est interdit de dire, mais enfant attardé, c'est ça. C'est ça, je présente les choses, comment elles sont vues de Jérusalem, mais aussi de Riyad, de Amman, de Caire. Hein, c'est ça. Dans les journaux arabes, vous trouverez la même argumentation. Alors, vu le nombre de questions, je pense qu'il y a encore pas mal de questions, mais vu l'heure, et Alexandre remarquerait qu'il est presque il est 10 heures passées, il y a toujours autant de monde. C'est vous dire la passion avec laquelle on vous a écouté. Merci mille fois. Merci, vous avez terminé. Alors, moi, je voudrais faire encore deux petites remarques. Vous avez terminé sur une note optimiste en parlant des accords d'Abraham. Et justement, nous vous convions dimanche prochain à entendre Alexandre sur les accords d'Abraham, sur la note optimiste de la conclusion de cette conférence. Et je voulais vous rappeler que cette conférence a été enregistrée. Si vous voulez la réécouter ou faire écouter des amis, vous vous mettez sur le site Montevideo 31 et vous y trouverez l'enregistrement. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête de Toubishvat. Et puis, on se retrouve très vite.